Bonsoir à tous, bienvenue dans le NASport Show comme tous les soirs sur NATV pour les fans de sport en Nouvelle-Aquitaine et un gros programme ce soir avec une large page rugby. On vous donnera la composition du 15 de France pour défier l'Australie de Will Skelton. Ce sera samedi en test match au Stade de France. On va parler également Pro D2 avec un invité notamment Jean-Baptiste Aldiger, le président du Biarritz Olympique qui va affronter Aurillac lors de la 10e journée. On vous parlera également football avec l'équipe de France féminine. Corinne Diacre a appelé 5 Bordelaises pour affronter la Norvège. On vous donnera des nouvelles des Girondins de Bordeaux à quelques jours maintenant d'affronter Nîmes lors de la prochaine journée de Ligue 2. Il y aura du basket, du hockey sur glace, du surf ou encore du nautisme à J-3 maintenant du départ de la route du Rhum du côté de Saint-Malo. Bref, vous l'avez compris, gros programme et on attaque maintenant. C'est parti pour le NASport Show. Le rugby, je vous le disais pour débuter cette émission du NASport Show avec un gros test match qui arrive pour le 15 de France masculin. Ce sera samedi à 21h au Stade de France à Saint-Denis face à l'Australie de Will Skelton, le Rochelais qui sera sur le banc des finisseurs. Voici la composition d'équipe mise en place par Fabien Galtier et son staff avec Cyril Baille qui sera titulaire contre les Wallabies au poste de pilier gauche aux côtés du talonneur Julien Marchand et du Rochelais Winnie Antonio qui sera pilier droit. En deuxième ligne, pas de Paul Willemse touché à la cuisse, finalement forfait. Il laisse sa place à Thibaut Flamand qui accompagnera Cameron Woki. En troisième ligne, place au trio Jelonche, Aldrit, Olivon. La charnière, c'est du classique avec Antoine Dupont qui sera capitaine de ce 15 de France aux côtés de Romain Ntamak. Sur les ailes, Damien Penaud et Yoram Moefana. Au centre, la paire composée de Danti et Ficou. À l'arrière, Thomas Ramos. Sur le banc des finisseurs, pas mal de solutions avec Movaka, Priso, Falatea, Taofi Fenoua, Guérassi, Makalou, Lucu et Jalibert. Match, je vous le rappelle, samedi 21h au Stade de France, la France face aux Wallabies. L'actualité du rugby, c'est aussi la Pro D2 qui s'ouvre ce soir à 21h, dans quelques minutes donc, avec un choc 100% néo-aquitain entre le SA15 Charente et le SU Agen. Un match qui a lieu à Chanzy et en cas de victoire, Agen pourra s'installer provisoirement dans le fauteuil de leader du championnat. Je vous rappelle la composition des équipes et on va commencer avec celle de Soyons-Angoulême, composition concoctée par Vincent Etcheto, avec en première ligne Diakité, Le Guen et Odijvili. En deuxième ligne, Roux et Nabou. En troisième ligne, Burgo, Jarmo, Ligny et Giboin. La charnière composée évidemment du Gall des deux Sobus. Sur les ailes, Lafitte et l'Estremo. Du côté du centre, la paire Mo Nakiri. Et à l'arrière, ce sera Brossé. Concernant le SU Agen, le club agenais qui vise une 6e victoire consécutive et la place de leader, je vous le disais, la grosse armada est donc de sortie avec en première ligne Guillaume Martinez des Maisons, deuxième ligne avec Olmstedt et Maximi, avec évidemment en troisième ligne Faré, Locotui et Dupu. En charnière, Dorian Belot sera accompagné par Vincent au poste de numéro 10. Sur les ailes, Railez-vous et Echeverry. Au centre, Ramoka Sloan et Jean-Marcelin Butin sera à l'arrière. On vous rappelle l'ensemble des affiches de cette 10e journée de Pro D2 qui commence donc avec ce soir Soyons-Angoulême-Agen à 21h. Il y aura Carcassonne face à Grenoble demain à 19h. À 19h30, Oyonnax face à Rouen, Nevers contre Vannes, Béziers face à Provence Rugby, Montauban contre Massy à 19h30 toujours demain. Le Stade Montois qui tentera de se reprendre à domicile face à Colomiers. Et puis l'un des chocs opposera à 21h en match décalé le Biarritz Olympique au Stade Aurillacois. Et pour parler du début de saison du BO de ce match face à Aurillac et de la suite de la saison, on accueille avec grand plaisir le président du Biarritz Olympique, c'est Jean-Baptiste Aldiger qui est avec nous dans le NASport Show. Bonsoir président. Bonsoir. Président qui n'est pas à Biarritz actuellement, il est du côté du Pays Basque mais à Saint-Sébastien, c'est ça président? Racontez-nous un peu, vous avez une sortie avec le staff? Écoutez, alors moi personnellement je vis à Saint-Sébastien et donc là j'ai reçu en effet tout le staff du Biarritz Olympique pour aller voir le match de Coupe d'Europe de football ce soir entre la Real Sociedad et Manchester United.
Et l'heure actuelle, le point météo, il pleut. Donc on savait comment hydrater. Et voilà, on va se diriger vers le stade dans une demi-heure, mais j'ai un petit temps à passer avec vous, avec plaisir. Est-ce que vous allez essayer de convaincre Cristiano Ronaldo de rejoindre le BO l'année prochaine, du coup? Oui, on en parle beaucoup entre nous, mais je ne sais pas si je suis encore prêt à passer le cap. Bon, il y a une petite polémique. Nous, ça nous a fait rire à la rédaction, président, mais apparemment, ça n'a pas fait trop rire la maire de Biarritz, Madame Arostegui. Il y a eu sur l'affiche la maire avec un nez de clown. Racontez-nous, elle a décidé, enfin, elle envisage en tout cas de porter plainte et vous invoquez le droit à la caricature. C'est ça en gros le résumé? D'accord, ben, encore une énième tempête dans un verre d'eau au Pays Basque. Je vous avoue que je n'ai pas trop suivi l'histoire. Oui, en effet, je crois me souvenir qu'on a une mère qui s'appelle Madame Arostegui. On la voit beaucoup en photo du côté de basque français, mais au-delà de Biarritz, il n'y a pas grand monde qui sait qui c'est. Je ne crois pas que grand monde la connaisse. Donc en effet, elle a besoin de faire beaucoup de petites opérations de communication, de polémique pour essayer d'exister. Donc encore une nouvelle tentative. Alors vous avez dit que j'ai invoqué, non, j'invoque rien. Je ne suis pas encore devant un tribunal pour invoquer quoi que ce soit et je ne pense pas que je vais m'y retrouver. En effet, je crois qu'il y a eu une petite caricature toute mignonne. Moi-même, je trouve ça très rigolo si on me dépeignait en clown. D'ailleurs, je pense que j'ai une partie clown de moi-même. Je suis un peu bipolaire. Oui, voilà. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur ça. Je pense que, encore une fois, je crois que le sujet polémique est bien précis chez elle parce que c'est calculé. Elle essaye juste de détourner l'attention de la communauté biarrotte. Pour qu'on arrête de discuter en fait de la présentation qu'elle a faite de l'aménagement du plateau Aguilera il y a 10 jours, où la mairie de Biarritz, enfin les masques tombent, même si les nez rouges restent. Aujourd'hui, la mairie de Biarritz veut construire des buildings, des appartements sur des terrains de sport, de rugby et de tennis à Biarritz. Ça fait 5 ans qu'on explique que le BOPB, la rumeur voulait que les propriétaires du BOPB veuillent faire de l'immobilier au Pays Basque. C'était absolument pas vrai. Nous, on avait toujours souhaité un stade. Et maintenant, on comprend pourquoi la mairie n'a jamais voulu nous suivre dans ce projet de stade. Tout simplement parce qu'ils avaient prévu de se faire du pognon, tout simplement, et de construire de l'immobilier sur des terrains de sport à Biarritz. Voilà. Donc, quand j'ai répété pendant les dernières années que je doutais de la volonté de la mairie de Biarritz d'avoir un club de rugby et du sport à Biarritz, je crois qu'on a la réponse. Et par là même, on a la réponse sur pourquoi nos amis que vous appelez les galactiques, vous journalistes, parce que moi, j'avoue que j'aurais du mal à me lever le matin. Si on m'appelait le galactique, je ne sais pas comment tu dirais avec ça, ça pèserait lourd sur les épaules. Mais eux l'acceptent volontiers. Comme quoi, ils doivent avoir les épaules très larges. Donc ces gars-là, on sait maintenant pourquoi ils étaient à l'association amateur depuis un an. Elle avait juste besoin de leur soutien pour mener à bien ce projet immobilier. Parce que quel président d'association aujourd'hui amateur accepterait de voir construire des immeubles sur des terrains de rugby? Personne. Voilà. Donc vous avez, je crois, dans les derniers jours, la réponse au microcosme biarro et qu'on compare souvent à Dallas. Voilà. C'est pour ça qu'on est à Saint-Sébastien et qu'on est loin de toutes ces polémiques-là. Et ça permet une petite respiration avant un match important face à Aurillac, parce qu'on va évoquer surtout le sportif, c'est ça qui nous intéresse, Président. On rappelle qu'on est avec Jean-Baptiste Aliger, le président de Biarritz. Vous allez affronter Aurillac, je le disais, un match qui a été qualifié par Roger Ripoll, votre entraîneur des avants, de dangereux. Match important, c'est un match dont il faut se méfier, un adversaire dont il faut se méfier. Ben, s'il l'a dit, c'est que ça doit être vrai, hein, parce que c'est le staff technique qui n'en pas. Moi, je ne suis pas dans la préparation du match. Un match de Pro D2, tout simplement. Comme le long marathon de la Pro D2, avec chaque semaine son obstacle, sa vérité du moment. Aurillac, c'est une équipe historique de Pro D2 qui vient à Aguilera. Je ne crois pas qu'ils aient déjà gagné à Biarritz. Ça reste... Ah, il y a les cloches. C'est la mère de Biarritz qui nous sonne les cloches. Oui, Aurillac, une équipe on est sur une fin de bloc. Aurillac, c'est une fin de bloc après 5 matchs d'affilée. Donc eux peuvent lâcher les chevaux parce que derrière il y a les vacances, une semaine de stop, donc ils peuvent tenter un coup à Aguilera. Et nous, on est à la maison, on commence à avoir l'automne qui arrive l'hiver avec des premières conditions un peu humides, ce qui n'arrange pas notre jeu et notre jeunesse flamboyante. Donc il faudra se recentrer sur un jeu de Pro D2 et simplement essayer de l'emporter pour continuer notre petit bout de chemin. Voilà.
pourrait presque être parfait ce début de saison. Il y a des matchs quand même frustrants, hein, des défaites. On pense à Rouen, à Agen, Mont-de-Marsan, le nul contre Nevers. Jean-Baptiste Aliger a pas grand-chose. Vous pourriez presque être tout en haut là. Alors le nul contre Nevers, moi je trouve que c'est un bon résultat parce que je crois que Biarritz n'avait jamais marqué ne serait-ce qu'un point à Nevers, donc c'est une progression. Après, je le dis tout le temps, ce qui compte c'est les 3 dernières semaines en mai. Avant c'est pour rendre du papier. Vous avez une équipe qui gagne 2 matchs et sont tout favorites, il y en a qui perdent 2, tout le monde le club est en crise. C'est pas vrai. Pour les deux, c'est des ingrédients. Vous travaillez pendant 8 mois, 6 mois pour vous qualifier. Et après, ça n'a rien à voir. C'est plus le même sport les 3 semaines de mai. Donc, les 3 semaines de mai, c'est souvent celui qui envoie le gagner. Par contre, c'est pas le volume de jeu et tenir le ballon qui vous qualifie. Donc, on essaye de se qualifier tout en travaillant diverses palettes de notre jeu pour être prêt en mai. Voilà, nous, on a une équipe de gamins flamboyante, des jeunes de 20 ans, il y en a une dizaine. Ils apprennent. Mais pourtant, de gagner de 50 points à Montauban, comme en mettre 50 à Colomiers, que de ne pas savoir faire un match à Rouen la semaine dernière. Mais on l'accepte bien volonté. On sait qu'on recommence un nouveau cycle avec ce que là, c'est Poupon, c'est un bébé. Donc, mais on est content de ce qu'ils font. Voilà. Très fier parce que avec le peu de moyens qu'on a et surtout tous les bâtons dans les roues qu'on nous met du côté de notre ville, cette équipe-là, elle a beaucoup de mérite. Voilà. Donc, on était content. Et puis on est 10e budget de Pro D2. Hein. Même si on s'appelle Biarritz, c'est que tout le monde a l'impression que oui, on est un gros nom historique, mais on est un tout petit club. Voilà, on galère juste pour se payer nos choses. C'est notre réalité. Voilà. Finalement, Président, ce soir, vous allez, on le rappelle, voir le match de la Real Sociedad. C'est presque un modèle à suivre. Une équipe très jeune qui mise beaucoup sur la formation et sur l'identité locale basque en ayant des super résultats. C'est un beau modèle, ça, finalement. C'est ça, vous êtes en train de parler de Bilbao, là. Oui, bon, la Real Sociedad aussi, c'est pas mal quand même. C'est quand même 130 millions de budget, c'est le 4e club espagnol. C'est un truc sérieux. Et il n'y a pas que de la formation, il y a aussi des internationaux de divers pays. C'est un truc très sérieux. L'année dernière, il y avait une possibilité de travailler avec eux, de créer un club de rugby, la Sociedad de rugby, en partenariat avec la mairie de Biarritz. La mairie de Biarritz nous l'a empêché. Ça s'est pas fait. Et donc, je peux vous annoncer en exclusivité que j'ai rencontré hier le maire de Saint-Sébastien et le président de la Real Sociedad, hier soir. Et bien, on s'est fait damer le pion, on a eu une opportunité. C'est Bayonne, le 22 avril, qui va délocaliser son match contre la section paloise à Noeta. Un accord est passé avec la ville et la Real Sociedad. Donc, hier, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, c'est dommage. Je dis, vous avez raison, continuez votre chemin. Nous, on a raté notre chance l'année dernière parce qu'on n'est pas capable d'avoir malgré les conflits personnels qu'il peut y avoir avec cette mairie, avec cette maire qui depuis 2 ans arrive et empêche toute la ville de tourner en rond. Voilà. Donc la Real Sociedad de modèle, non. Quelque chose qu'on regarde avec divertissement tous les week-ends et qu'on adore supporter, oui. Mais pas un modèle pour ce qu'on fait. C'est pas le même monde. Bon, on a compris, il y a les Diables Rouges la semaine à la mairie de Biarritz pour Jean-Baptiste Aldiger et aussi le soir en... C'est moi qui m'avais demandé. J'ai dit que je pouvais répondre à tout. Voilà, encore une fois, c'est factuel tout ça. Et c'est pas grave, la vie continue. Moi, nous, on a fait ce qu'on a à faire. La maire de Biarritz, dans 4 ans, elle sera plus là. Et tout le monde l'oubliera. Parce qu'elle ne gagnera pas les prochaines élections parce qu'elle est en train de faire au patrimoine Biarro. Mais pas que le rugby. Voilà. En revanche, le Biarritz Olympique, lui, est éternel et on remercie son président Jean-Baptiste Eldiger d'avoir été avec nous dans le Nasport Show. Merci et bon match de foot à vous et à votre staff, Jean-Baptiste. Merci, j'espère que vous avez vu du contenu. C'était Jean-Baptiste Aldiger, le président du Biarritz Olympique. On reste dans le Pays Basque avec une information qui concerne cette fois le voisin de l'Aviron bayonnais. Bayonne qui voit son calendrier de la Coupe d'Europe légèrement modifié. C'est une information donnée par le PCR, l'organisateur de la Challenge Cup. Avec donc, retenez bien les dates, vous qui êtes fan de l'Aviron bayonnais. Samedi 17 décembre, Bayonne face à Benetton Rugby au stade Jean Daugé à 18h30. Et puis le match retour, cette fois en Italie, aura lieu le 14 janvier. Benetton Rugby Bayonne, ce sera au Stadio Comunale di Monigo à 14h, heure locale. L'Aviron bayonnais qui a décidé de jouer le jeu en ce mois de novembre avec, vous le savez, Movember, la contraction de moustache et de November pour lutter
contre les tabous qui pèsent sur la société, notamment le cancer de la prostate chez l'homme, le cancer des testicules, la dépression ou encore le suicide. L'Aviron Bayonnais qui a décidé, comme moi, de se laisser pousser la moustache. Regardez cette petite vidéo postée sur les réseaux sociaux du club basque. Nous, on est prêts. À vous de jouer. Nous, on est tous prêts, à vous de jouer. Si vous avez envie de participer en vous laissant pousser la moustache, en faisant un don ou en organisant un événement, vous allez sur le site de Movember. Tout est très bien fait. N'hésitez pas, Movember, le mois donc de solidarité et de mise en lumière des différents cancers qui touchent l'homme, la prostate, les testicules ou encore la dépression et le suicide. On revient dans un instant dans le Nasport Show. Après le rugby, on va parler football. Il y aura évidemment la liste de Corinne Diacre pour affronter la Norvège en match amical. L'équipe de France féminine qui va compter dans ses rangs 5 Bordelaises. Et puis on parlera Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux qui se déplacent à Nîmes. On écoutera David Guillon, l'entraîneur girondin. Il y aura du basket, du hockey sur glace, du surf ou encore du nautisme à J-3 du départ de la Route du Rhum. Le Nasport Show sur tous les terrains de sport. Et on revient dans un instant sur NATV. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. De retour dans le Nasport Show, 20h, 22h, comme tous les soirs du lundi au vendredi sur NATV pour vous, les fans de sport qui habitez en région Nouvelle-Aquitaine. Si vous avez manqué la partie rugby, l'émission sera disponible très rapidement sur la page YouTube de NATV. Et pour les fans de ballon rond, c'est le football et c'est maintenant. Et l'actualité du ballon rond, c'est l'actualité qui touche l'équipe de France féminine de football qui jouera en amical le 11 novembre prochain face à la Norvège. Ce sera du côté de l'Espagne, ce sera précisément à Alicante pour les Bleus de Corinne Diacre qui sera privée pour cette rencontre de plusieurs cadres, notamment Marie-Antoinette Katoto et Gridge Mbok. Corinne Diacre qui a donc décidé de faire appel à 5 joueuses des Girondins de Bordeaux pour cette rencontre face à la Norvège. Il s'agit de Justine Leron, de Mylène Chavas, d'Ella Palisse, de Julie Thibault et de Maëlle Garbino, l'attaquante de Bordeaux qui est appelée pour la première fois de sa carrière en bleu. Elle qui a inscrit tout simplement 5 buts depuis le début de la saison de D1 Arkema. Vous voyez la numéro 10 des Girondins, Maëlle Garbino, à l'écran. D'ailleurs, Maëlle Garbino et les Girondins vont jouer ce week-end en D1 Arkema. Ce sera la 7e journée. Il y aura Paris FC Bordeaux demain soir à 21h. Et puis concernant Soyaux, ce sera face à Reims et ce sera samedi à 14h30. La Ligue 2 masculine de football maintenant avec le programme de la 14e journée. Bordeaux se déplace à Nîmes ce samedi, ce sera à 15h. Niort se rend à Laval à 19h samedi, alors que dans le même temps, Pau recevra Amiens. Un choc des extrêmes donc pour les Girondins de Bordeaux qui sont, on vous le rappelle, leaders du classement de la Ligue 2 face à des Crocos qui eux sont 19e juste devant Niort.
On écoute David Guillon, le coach bordelais, interrogé en conférence de presse d'avant-match avec un déplacement périlleux à venir face à Nîmes. On va rendre visite aux Nîmois dans leur stade des Costières qui va être à mon sens plein de ferveur, nombreux. Ils attendent beaucoup de monde pour cette dernière. C'est pour l'avoir vécu ces dernières années, notamment en Ligue 1 et puis avec la montée en Ligue 2, c'est un stade quand il est rempli avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'encouragement. Et on sait que là-bas, il y a cet esprit corrida, mais c'est toujours une ambiance chaleureuse. Et je pense que quand on est footballeur professionnel, c'est des endroits, c'est des ambiances qu'on aime vivre. Et puis, on souhaite en effet jouer des matchs avec des publics nombreux et plein de ferveur comme ça. David Guillon, donc en conférence de presse, qui se méfie grandement de ce déplacement aux Costières et de l'ambiance proposée par les supporters des Crocos. Les Crocos qui vont tenter de mordre le mollet du leader. David Guillon, justement, est revenu en conférence de presse sur cette place de leader occupée par son équipe. On l'écoute. En étant placé là-haut, c'est de continuer à avancer dans notre jeu et que les garçons continuent à progresser et qu'ils ne soient pas tournés vers cette place et vers le nombre de points. Voilà, c'est ce que je veux, c'est qu'ils soient tournés vers les moyens et c'est ça qui m'intéresse. À chaque fois, avant de nous rencontrer, ils vont rencontrer Le Havre, Amiens, enfin les 4-5 premiers ils diront la même chose. Donc c'est très gentil de dire qu'on est une belle équipe et je pense aussi qu'on a une équipe qui a de la qualité. Mais ça, c'est à la fin du championnat qu'on saura si Bordeaux est une très belle équipe. Bordeaux qui joue désormais au Matmut Atlantique, mais qui a longtemps évolué au stade Jacques Chaban-Delmas. Et justement, petite info concernant la mythique enceinte bordelaise. Sachez que celle qui est actuellement occupée par l'Union Bordeaux-Bègles a été officiellement inscrite au monument historique. C'est une annonce de la préfecture de Gironde et c'est totalement mérité pour ce lieu emblématique situé en plein cœur du centre-ville de Bordeaux. Après le football, on passe au basket. Et malheureusement, une deuxième défaite en 2 matchs de Coupe d'Europe pour les filles de Basketland qui se sont déjà inclinées, on le rappelle, face à Gérone. Les Landaises qui ont perdu à Salamanque, l'un des favoris de la poule, sur le score sans appel de 81-57. Le résumé de la rencontre proposé par Basketland TV.
Welcome to Euroliga. 17 offensive rebounds for them, and their inside, their 2 fives had 40 points, half their points, and we were trying to trap. So yeah, that's, well, we will never win a game if we allow that. 1, 2, 3, Basketland. La colère froide de la coach de Basketland, Julie Barren, sur ces images proposées par Basketland TV. Le club landais qui aura l'occasion de se reprendre dès dimanche, ce sera en championnat à 15h15. Ce sera à domicile face à Villeneuve d'Ascq. Chez les hommes, place ce week-end à la 8e journée de Betclic Elite avec dès demain soir un déplacement compliqué pour le CSP Limoges sur le parquet de Boulogne-le-Valois. Match qui aura lieu à 20h30 face aux Metropolitans 92 de la nouvelle star Victor Wembanyama que toute la NBA s'arrache de son côté. Paula Cortez jouera samedi, ce sera à 20h sur le parquet de Cholet. Après le basket, le hockey sur glace. Et une semaine spéciale pour les Boxers de Bordeaux, semaine marquée par des matchs face à Angers, les Ducs d'Angers qui ont déjà battu hier 2-1 à Cholet en 8e de finale de la Coupe de France de hockey. Cette équipe des Boxers de Bordeaux, la revanche possible pour les Boxers, ce sera dès demain soir à 20h du côté de la patinoire Mériadec avec cette fois un match de Ligue Magnus, match donc de championnat, un back-to-back comme nous l'explique Stéphane Tartari, le manager des Boxers de Bordeaux interrogé dans le Nasport Show. C'est pas un problème, ça s'appelle un back-to-back, ce qu'on appelle dans notre jargon. Donc voilà, une fois chez eux, une fois à la maison vendredi en championnat. C'est 2 compétitions complètement différentes, donc demain c'est la coupe, c'est... on continue, on meurt, comme on dit, et vendredi, c'est le championnat avant la trêve qui sera bien mérité, puisque franchement, on tire sur les joueurs, parce qu'il y a pas mal de blessures. On joue avec un gardien, Clément Fouquerel est blessé depuis quelques matchs, et Gaëtan Richard enchaîne tous les 2 jours des gros matchs. On s'est déplacé énormément sur les 27 derniers jours, on a passé 14 nuits dans le bus, c'est monstrueux. C'est pas simple physiquement, moralement, mais voilà, on y va à fond, on est très motivé pour demain avec l'équipe que l'on a en ce moment et voilà, on va tout faire pour faire tomber Angers demain soir. Les organismes fatigués, donc ce sont les mots de Stéphane Tartari, le manager général des Boxers de Bordeaux, mais il faudra trouver des ressources puisqu'il y a encore un match avant la trêve. Ce sera, on l'a dit, demain soir face aux Ducs d'Angers, 20h, patinoire Mériadec. Il reste quelques places, mais vraiment pas beaucoup. Donc, si vous voulez aller voir cette rencontre, dépêchez-vous d'aller sur le site des Boxers de Bordeaux. Le Nasport Show, première partie, c'est désormais terminé. Merci à Paul Maison-Rognaud à la réalisation, à Clément Darbieux du côté de l'édition. Une émission disponible, bien sûr, dès 21h, comme d'habitude, sur la page YouTube de NATV. Pour les fans de nautisme, restez bien avec nous. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Gaël Millon et ses invités du côté de Saint-Malo à J-3 du départ de la route du Rhum, émission donc 100% consacrée à la plus grande des régates françaises. Et nous, on se quitte en images, de superbes images d'ailleurs, des images de surf avec la victoire du Landais Vincent Duvignac, originaire de Mimizan. Vincent Duvignac qui vient de gagner cette semaine les Royal Barrick 2022, vous allez le voir, c'est absolument splendide. Je vous souhaite sur ces images une très bonne soirée sur NATV.
NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. NATV, c'est toute l'actualité de Nouvelle-Aquitaine en temps réel sur le Canal 30. Le Nasport Live, ce sont les plus grands clubs de Nouvelle-Aquitaine. Okeanos sur NATV, l'émission consacrée à l'actualité du nautisme. C'est l'actualité de Nouvelle-Aquitaine vue autrement sur NATV. Namas TV, l'émission idéale pour rester zen en Nouvelle-Aquitaine. NATV, la Nouvelle-Aquitaine autrement. Bonjour à toutes et tous et bienvenue, merci beaucoup d'être fidèles à ce grand direct de la Route du Rhum destination Guadeloupe. Dans 3 jours, à cette heure-ci, le départ de la 12e édition sera imminent. On va voir dans quelques instants comment nos invités, nos skippers se sentent à quelques heures maintenant de ce grand départ. Regardez, pour débuter, l'image du jour, c'était hier dans l'après-midi. Ce moment important pour l'ensemble de la flotte, c'est le briefing sécurité, histoire d'avoir tout simplement les dernières informations, les dernières recommandations. La météo aussi importante, celle du départ, celle qui est prévue à J+2, et puis les recommandations pour que le départ se passe dans les meilleures conditions dimanche sur le plan d'eau. Ils ont parlé aussi d'opérations éventuelles de sauvetage. C'est obligatoire et ça fait partie du jeu. Bien évidemment, on va voir ce qu'ils nous en disent dans quelques instants avec Francis Le Goff, qui est l'un de nos invités aujourd'hui, directeur de course. Bonjour Francis. Bonjour. Tout va bien ? Bah oui, jusqu'à présent. Jusqu'ici, tout va bien. Aux commandes de cette route du Rhum, après avoir été l'adjoint de Jacques Arès en 2018. Il y a un petit peu de stress, Francis, à 3 jours du départ ? Oui, ce serait mentir que de dire autrement. Tout simplement parce que on a la responsabilité de 138 bateaux ici dans les bassins et bientôt en mer. Donc je pense que ce stress même, il est nécessaire pour avoir une vigilance optimum pour le départ. À vos côtés, Francis, des skippers qui, eux, vont s'élancer dimanche. L'un des 8 concurrents de la catégorie Ultime, c'est Yves Le Blévec, skipper d'Actual Ultime 3. Bonjour, Yves. Bonjour. Alors, le temps a un petit peu passé depuis cette victoire sur la Mini Transat en 2007. Il y a eu pas mal de supports depuis le Figaro. 6 années en multi 50. On en parlera tout à l'heure. Et puis, l'Ultime depuis 2015. Il est très expérimenté, lui aussi, sur différents supports. Mais ce sera une première route du Rhum sur ce multicoque en Ocean 50. C'est Eric Perron. Bonjour Eric. Bonjour tout le monde. Skipper de Comme il faut. Le directeur de course disait qu'il y avait un peu de stress. Vous en avez aussi un petit peu ? Il paraît qu'il y en a qui font un peu d'huile, ouais. Mais bon, moi j'attends un peu les derniers fichiers. Voilà, j'essaye de m'écarter un peu de cette petite polémique peut-être. On reste dans une bulle pour le moment. Lui aussi a beaucoup varié les plaisirs. Il rêve de tour du monde en monocoque. La route du Rhum est une première étape sur un IMOCA qui a désormais un sponsor titre depuis peu. Mon courtier énergie Cap Agir Ensemble. Bienvenue Sébastien Marseille. Bonjour Gaël, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci surtout à tous les 3 et au directeur de course, bien sûr, de prendre du temps à quelques heures du départ. Francis, je le disais, les journées sont très denses quand ce départ approche. Pour nos spectateurs, téléspectateurs, qu'est-ce qui reste à faire quand on est directeur de course à 3 jours de les voir s'élancer ? Bien, il faut scruter comme ils le font tous la météo, bien évidemment, parce qu'ils seront 138 à partir, mais il y a aussi tout un écosystème autour. Et forcément, ça draine aussi beaucoup de monde autour de la ligne de départ, sur le parcours qui va entre le cap du Groin jusqu'au cap Fréhel. Donc, il faut organiser tout ça.
Donc je suis bien entouré pour ça. Ils ont vraiment beaucoup de travail. Et puis aussi sortir les bateaux en toute sécurité des bassins. On l'a travaillé pour l'entrée. Ça s'est bien passé. Il faut qu'on arrive à faire la même chose, évidemment, pour la sortie. Ce sera le travail de demain. Voilà, ça va commencer demain, hein, la sortie des bateaux de ces écluses. Alors, les marins s'accordent tous sur un point, c'est qu'ils sont très contents, tous, d'être là, tous ensemble. Ça n'avait pas été le cas il y a 4 ans, notamment pour les très, très gros bateaux. Là encore, comment ça va se passer? On sait qu'on attend du vent. Demain, on va un peu décaler peut-être la sortie des bateaux pour éviter de leur faire prendre des risques. Oui, comme pour l'entrée, on a des points réguliers avec les marins de la classe ultime et les teams techniques, de façon à trouver la meilleure fenêtre météo pour sortir. Donc on sait que c'est peut-être un petit peu compliqué en début d'après-midi demain. Donc on a établi un ordre de passage depuis hier. Et puis ce soir, on va se retrouver. Notre volonté à tous, c'est d'essayer de sortir évidemment vendredi, parce que tout le monde est rythmé là-dessus, et que changer des routines, c'est jamais très bon au moment d'un départ. Donc je sais compter sur chacun pour pouvoir faire ça si les conditions sont bonnes. Et si c'était pas le cas, parce que l'objectif in fine, c'est de les faire sortir absolument sans une rayure sur aucune coque, c'était l'objectif de départ, eh bien il faudra se lever très très tôt dans la nuit de vendredi à samedi, où là on a des conditions qui permettent tout à fait de sortir les bateaux. Yves Le Blévesque, vous avez notamment aidé la direction de course en juillet dernier pour tester cette entrée dans les écluses. Là, est-ce que vous, on revoit ces images, vous avez un petit poil d'inquiétude avant de ressortir? Non, alors j'en parlais avec Francis à l'instant. Moi, concernant les manœuvres de port, de toute l'équipe, c'est souvent moi qui suis le plus confiant. Donc en fait, je pense qu'on n'a pas d'énormes problèmes. Et je préférerais, mais comme Francis, pouvoir sortir demain après-midi. Maintenant, la priorité, c'est de prendre aucun risque sur les bateaux. Donc s'il faut faire une sortie du bassin à 2 du mat, on le fera. Mais moi, ça ne m'amuse pas particulièrement. Mais c'est à l'échelle de la Route du Rhum, c'est un tout petit événement. Mais par contre, on a bien travaillé avant, parce qu'on est venu ici au mois de juillet pour valider le dispositif mis en place par les équipes du port de Saint-Malo, qui ont vraiment super bien bossé. Je pense qu'on peut vraiment leur tirer le chapeau, parce que ça demande du travail de mettre en place un dispositif que pour nous, et qui retire après, parce que c'est incompatible avec le passage des autres bateaux. Donc il y a eu un vrai travail de fait, et c'est la première année, la première édition que ça se fait pour la Route du Rhum, et on voit le résultat, hein, le fait de mettre tous les bateaux dans le bassin Vauban, ça a quand même vraiment de l'allure, et on est tous ravis d'être là, et je dis bravo aux équipes. Alors pour les Ocean 50, ce sera samedi matin, c'est en tout cas ce qui est prévu, Éric Perron, pour le moment. D'ici là, avant de penser météo, avant de penser départ, on essaie de se préserver un peu. Est-ce qu'on arrive encore à dormir, à se reposer suffisamment bien? Eh ben, ça tombe bien que tu me demandes. Je vais à la sieste juste après l'émission. Donc oui, j'ai instauré dans mon planning effectivement des siestes, et j'essaye de pas venir, de composer avec les interviews, les demandes de l'équipe, et effectivement les points météo. On est très sollicité. Après, il y a en plus de ça, comme tout le monde, hein, moi je suis breton, donc forcément c'est pas très loin de la maison, donc les proches essayent de venir et nous dire au revoir ou des choses comme ça, mais ou juste faire coucou, parce qu'ils aiment bien venir à un superbe événement comme ça. C'est aussi grandiose. Et donc oui, on compose avec tout ça, mais pour le moment ça va. Je pense que j'arrive à peu près à garder mes distances. Alors ce sera une première Route du Rhum dans cette catégorie, les Ocean 50, hein, ces multicoques un petit peu plus petits que les ultimes, évidemment. Alors on a suivi les débuts de comme il faut sur le plan d'eau, notamment sur la 1000 milles des Sables, avec une deuxième place au terme d'une course qui a été très compliquée. Pas grand monde n'a terminé. Quelles sont les sensations? Comment on peut raconter ce qu'on ressent quand on est sur ce bateau-là? C'est tout d'abord, pour moi qui avait fait principalement que du monocoque, effectivement on se sent sur une plateforme qui fend la mer déjà, comparé à un monocoque qui, je dirais, a plus tendance à labourer la mer, surtout maintenant avec les foils et tout ça. Mais
c'est des sensations assez magiques finalement, parce que c'est assez doux, c'est très volage, donc il faut être attentif. Ce stress de s'imaginer chavirer est toujours présent dans les conditions musclées, donc évidemment on a toujours une main pas loin d'une écoute ou des choses comme ça, mais donc c'est une ambiance stressante, mais moi qui m'excite un peu. Après, c'est des bateaux relativement légers, donc les voiles sont légères, les efforts physiques sont un peu moins importants que sur certains bateaux qui sont plus lourds, et donc où tout est un peu plus lourd, les écoutes, ou même comme en ultime, où c'est vraiment là. Il faut vraiment y aller, hein. Je crois qu'en discutant, on parlait de 20 minutes pour faire une manœuvre de foil seulement, de descendre. Moi, ça me prend 4 secondes. Voilà, donc évidemment, on n'a pas le même effort physique. Par contre, la gestion du bateau qui va vite, qui se rapproche des éléments dangereux, enfin des rochers, etc., ou des collisions, ça reste la même. Et après, il faut préserver le matériel dans les vagues aussi. Mais c'est de bonnes sensations. Voilà, je suis hyper content d'être là. En tout cas. Vous avez fait le chemin inverse, Yves, puisque vous avez navigué sur des multi 50 avant de retrouver votre ultime. Les bateaux, ils ont évolué par rapport à ce moment où vous étiez, vous, en multi 50, avec notamment cette 4e place sur la route du Rhum en 2014. Oui, les multi 50 qui s'appellent maintenant Ocean 50, ils ont évolué, mais ça s'est fait par des transitions assez douces. C'est-à-dire que mon ancien bateau est là. Dans le bassin, là. Il est mené par Sébastien Roig. Il y a eu la grosse différence qui permet pas vraiment au bateau de voler, mais qui sont un vrai soutien, un vrai équilibre du bateau qui permet au Ocean 50 d'aller plus vite que ne faisaient les multi 50. C'est une classe très homogène. La preuve, c'est que mon ancien bateau, qui a 13 ans maintenant, il va être au départ de sa 4e route du Rhum, et notamment il avait gagné la dernière édition avec Armel Tripon. Et il est toujours compétitif, donc la catégorie est vraiment adulte, et c'est vraiment très intéressant à suivre, comme toutes les catégories d'ailleurs. Évidemment. 8 concurrents dans cette catégorie Ocean 50. Alors quand on écoute ça et là les avis, on entend que Sam Goodchild est donné grand favori. Mais vous allez entendre Erwan Leroux, 2e en 2018. Lui, il dit que derrière les outsiders, vous en êtes tous. On l'écoute. Chacun a vraiment son petit atout, sa petite carte maîtresse qu'il peut jouer, et en fonction des faits de course et de ce qui peut se passer sur les autres bateaux, voilà, il peut se dégager un vainqueur, un outsider inattendu, ou quelqu'un qui, voilà, en dehors de Sam. Mais franchement, c'est vrai que c'est délicat à dire. Moi, ce que j'espère, c'est que les 8 bateaux arriveront de l'autre côté, qu'il y aura une belle bagarre, et que si on peut en plus arriver en moins de 24 heures tous les 8, c'est qu'il y aura un beau match. Éric Perron, c'est quoi votre petit atout supplémentaire à vous ? Je dirais que j'ai le bateau le plus marin, le plus 4x4. C'est certainement celui qui a le plus de franc-bord, donc qui a les coques les plus volumineuses. Donc dans du vent fort, avec de la mer formée, je pense que c'est un atout, puisque c'est comme si j'avais une petite bouée de plus, quoi, une bouée de sauvetage, je dirais. Non, après, moi, je compte bien faire la différence sur mon expérience au large, en solitaire. Et puis j'ai très envie, voilà. Donc je pense que j'espère que Sam ne mettra pas. J'espère mettre la dragée haute à Sam, mais effectivement Sam reste un sérieux concurrent, et je pense que je me trompe pas si je me mets dans sa tête, et je pense qu'il est là pas juste pour gagner, il est là pour nous écraser. Au moins, c'est dit. Est-ce que vous vous souvenez de cette musique, cette playlist que vous aviez choisie lors de votre première course en solitaire en Figaro ? Et est-ce que cette fois-ci, vous aurez une musique un peu plus moderne ?
Vous vous souvenez de ce que c'était Je ou ne me pas? rappelle pas. Alors, non, je me Camaro? rappelle pas. Non. Ah oui. Je vous demanderai pas de la chanter parce Non, que bon. non. Femme Like You. Vous écouterez, ça va vous faire la journée. C'est vrai que ça, c'est la petite musique de la honte. Et là, non, il n'y en a pas. On n'a pas le temps d'écouter, on n'a pas le temps de se mettre dans une autre Je bulle. crois pas que dans les 6 premiers jours, il y aura le temps. Sébastien, on se détend un peu aussi à bord d'un IMOCA. On a le temps de faire autre chose que de foncer droit vers Pointe-à-Pitre. Oui, on a le temps. Moi, j'embarque même de quoi prendre le temps de penser à autre chose parce que j'ai découvert justement par l'expérience que le fait de pouvoir parfois couper, s'accorder un moment, en tout cas maîtriser le moment où on va couper, ça me permet d'être meilleur quand je me reconcentre à ce que j'ai vraiment à faire, quoi. Alors vous avez navigué en équipage, vous avez navigué en double avec Romain Attanasio, désormais seul à la barre de cet IMOCA, avec un chemin sinueux, je le disais tout à l'heure, avec ce naming, ce Mont Courtier Énergie qui est arrivé dernièrement. Il y a 38 bateaux dans cette classe IMOCA. Vous êtes où, à votre avis ? Déjà, je pense que je suis à ma place. Comme tous les autres coureurs, je suis ravi d'être ici. C'est un chemin en soi d'arriver à être ici. En mars dernier, j'ai acheté le bateau en n'ayant aucune certitude sur le fait de pouvoir l'assumer. C'est un pari. Jusqu'ici, tout va bien. Si je regarde d'un point de vue sportif, sur les 2 premières épreuves, voilà, je finis 13e et 15e, ce qui, rapporté au nombre de concurrents sur la route du Rhum, me ferait ambitionner un milieu de tableau comme une belle performance avec un bateau de 2006, quoi. Alors ce bateau, il a été baptisé hier, ici sur les pontons de Saint-Malo, notamment en présence d'un jeune de handicap Agir Ensemble, fonds de dotation avec lequel vous menez des projets pour permettre à de jeunes ados porteurs de handicap de découvrir la voile. Il vous fallait autre chose que simplement la perf sportive ? En fait, j'ai découvert ça en 2017 lorsque je me suis un peu écarté de la navigation en équipage pour revenir à la navigation en solitaire, en équipage réduit. En 2019, j'ai donné le nom de course à Handicap Agir Ensemble et puis je me suis rendu compte que c'était une vraie richesse. Et depuis, c'est devenu un des piliers du projet. Donc effectivement, Paul, qui est accompagné comme 3000 autres personnes par Handicap Agir Ensemble, qui est en situation de handicap intellectuel, est venu baptiser le bateau. Il était venu naviguer avec moi pendant la Guyadère Bermude Mill Race. Il est venu faire du Figaro avec moi. Je vais aller avec lui faire du Hansa parce que c'est un très bon marin dans sa catégorie. Et effectivement, au-delà de ça, on a aussi monté des stages de voile inclusifs en partenariat avec l'école de voile des Glénans pour permettre à des jeunes qui sont en institut médico-éducatif d'accéder à la pratique de la voile et à toutes ses vertus, et aussi à permettre à une structure comme les Glénans, qui est la première école de voile à l'échelle européenne, de s'améliorer sur sa capacité à accueillir un public dans toute sa diversité, en fait. Alors je le disais avant d'être tout seul sur ce bateau, vous avez notamment navigué avec Romain Attanasio, qui a d'ailleurs un petit message pour vous. Il répondait à François Schlotterer et Jeff Padet. Dis donc Seb, je voudrais juste savoir, qu'est-ce que tu as prévu comme bouffe là pour la course? Parce que je te cache pas que l'année dernière, les 3/4 de mon budget sont passés dans la bouffe qu'on a emmenée pour la Transat Jacques Vabre. Donc je voulais être bien sûr que tu aies tout ce qu'il faut et que tu ne manques de rien. Et bonne course. Et bonne course. Alors merci Romain, merci beaucoup de te préoccuper de mon avitaillement. Mathilde, qui travaille avec moi au sein de l'équipe, a eu la même préoccupation. Elle m'a dit, Seb, t'es sûr là? Parce que je te vois tous les jours et t'es sûr que c'est assez? Alors j'ai repris le listing, j'ai recompté avec Mathilde les jours de nourriture, et c'est bon, il y a tout ce qu'il faut à bord. Et il y a tout ce qu'il faut. Éric Perron, vous avez carrément un chef qui prépare vos petits plats pour la course. Ouais, c'est vrai. Effectivement, Éric Guérin, un chef étoilé, on s'est rencontrés il y a 2 ou 3 ans sur la Solitaire du Figaro. Et puis, il nous a proposé simplement d'essayer de faire des plats un peu plus adaptés à mes goûts. Et puis au final, on a des plats d'un chef étoilé. Ouais, alors on a testé carrément à bord pour les faire. Alors, il y aura quoi, par exemple? Alors, effectivement, là, Éric cuisine mon plat préféré, c'est un couscous de chanvre. Au poulet simplement. Il y en a tellement. C'est assez varié, mais ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est tout le temps des produits très locaux. Donc
D'ici là. Enfin, autour Bretagne. de Bretagne, mais vraiment autour du bassin, je dirais Nantes, oui, Bretagne en fait. Ouais. Produits locaux, quoi. Vraiment Circuit court, circuit court. c'est important. Et puis des saveurs un peu oubliées, donc c'est hyper satisfaisant en tout cas de savoir que c'est Eric qui a préparé les plats et que quand je les ouvre, je sais que c'est lui qui les a fait. Il y a une histoire, il va se passer quelque chose. Et moi, c'est ça qui me fait un peu m'évader de temps en temps en dehors de la course. Ouais. Yves, sur un ultime, là, on prévoit combien de jours de nourriture? Est-ce qu'on en emporte beaucoup? Est-ce qu'on se dit que, comme peut-être, on aura un record, on en emporte un peu moins? Ouais, mais alors, faut pas manquer de nourriture, ça c'est la base. Et puis, objectivement, à l'échelle du bateau, d'avoir un jour ou deux ou trois en trop, c'est pas ça qui va faire aller plus lentement. Beaucoup moins que s'il y en avait pas assez. Donc, c'est le genre de truc sur lequel on rigole pas là avec la bouffe. Et donc, je sais pas, je dois avoir 9 ou 10 jours d'avitaillement à bord. Donc, c'est pas... c'est pas énorme non plus. Hein. C'est pas énorme non plus. Le record, on le rappelle, de 2018, celui de Francis Joyon, 7 jours, 14 heures, 21 minutes. C'est un record qui peut être battu, Yves, cette année? Là, ça en prend pas le chemin. Je pense que Francis nous en dira plus ou pas, mais non, ça en prend pas vraiment le chemin par rapport aux conditions qui nous attendent sur les premiers jours de course. Mais même si le record n'est pas battu, on a des machines qui sont extrêmement rapides et de prévoir une traversée en 8 jours, on est dans le domaine du raisonnable. Donc si on prend 2 jours de rab, il n'y a pas de souci. Et puis concernant l'avitaillement, il faut bien s'imaginer que imagine que tu aies 8 jours d'avitaillement, c'est pas au 7e jour que tu t'aperçois que tu vas mettre 9 ou 10 jours, donc tu vois le coup arriver. Commence à rationner un peu avant. Tu commences à répartir un petit peu pour pas arriver avec rien, quoi. Donc il n'y a pas beaucoup d'enjeux vu la durée de la course qui est quand même assez courte en format. Il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur la quantité de choses à emmener. Et le plus important étant de bien manger, de bien se nourrir, et que le marin soit toujours bien nourri, en capacité en bonne forme, de pouvoir faire toutes ces manœuvres. Dans cette catégorie ultime, tout le monde s'accorde sur un point. Les prétendants au titre sont très nombreux et ça va probablement se jouer sur des petits détails. Je vous propose d'écouter Francis Joyon, Armel Lecléache et Thomas Coville. En fait, la Route du Rhum a cette magie de ne jamais avoir répondu aux favoris, avoir toujours relancé finalement les dés de ce que ça représente en fait l'épopée et ce que cette course représente. Et je crois que c'est ça qui lui donne ce goût si spécial. Elle surprend toujours, elle est toujours inattendue, elle est toujours finalement comme la vie. Celui qui gagnera, c'est celui qui aura le plus d'appendices à la fin. Celui qui aura mieux géré son bateau et lui. Il y a un plateau super, on est 8 bateaux, donc on est guichet fermé. 6 bateaux, on va dire, qui peuvent gagner, qui peuvent jouer le podium, avec des marins très expérimentés, des bateaux qui ont tous des potentiels différents, des qualités différentes. Donc ça va être passionnant. Ah oui, ça va être un très beau plateau et c'est vrai que les bateaux nous paraissent absolument magiques. Je vois qu'ils vont à certaines allures à 2,5 fois la vitesse du vent, chose que nous, on ne peut vraiment pas espérer. Il y a tous les éléments réunis pour faire une très grande course, une très belle course j'espère qu'on sera le maximum à l'arrivée, on sait bien que les routes du Rhum, il y a un taux d'avarie assez important et que souvent il y a des abandons, donc j'espère ne pas en connaître et j'espère que mes concurrents n'en auront pas non plus. Voilà le côté très fair-play de Francis Joyon. Yves, le bateau, forcément, ça va être une des clés. Bah oui, il faut prendre soin de son bateau. Alors, c'est toujours très compliqué. C'est chaque fois pareil. On s'entraîne tous sur la performance avec des bateaux qui ont des performances assez incroyables. Et puis en plus, comme on apprend à les utiliser, on apprend à les exploiter. À chaque fois, on repousse un peu les limites de la perf. Donc, on arrive à atteindre des vitesses à peu près à toutes les allures, à toute force de vent, assez incroyables.
Reste que là, la route du Rhum, ça part au mois de novembre dans des conditions dans lesquelles, objectivement, personne n'a envie d'aller naviguer. Donc ça Et rebat... pourtant, vous êtes 138 à partir. Et voilà, donc ça rebat forcément les cartes. Et en tout cas, au-delà du bateau qui aura tous ses appendices, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le marin qui aura trouvé le meilleur compromis entre vitesse, performance et sécurité et préservation du bateau qui sera devant. Mais une fois que j'ai dit ça, j'ai à peu près rien dit. Mais, Ce bateau, je vous coupe parce qu'on a un petit message pour vous. Ce bateau, il connaît la route, en tout cas. Et c'est François Gabard qui vous adresse un petit message avant de partir. Yves, je te souhaite une belle route du Rhum. Écoute, le bateau, il connaît le chemin jusqu'en Guadeloupe. La dernière fois, j'ai eu un petit peu de mal, donc s'il te plaît, amène-le en vol jusqu'en Guadeloupe. C'est ça qui lui manquait la dernière fois. Puis après, écoute, pour le tour de la Guadeloupe, on s'est bien entraîné avec le bateau l'an dernier. Il est bien entraîné et je pense d'ailleurs que c'est un très très bon bateau pour faire un tour de la Guadeloupe à toute vitesse. Donc voilà, fais-toi plaisir. Belle route du Rhum, belle transat, beau tour de la Guadeloupe. Et puis bon, un petit punch de l'autre côté là-bas. Ciao, ciao. Voilà, petit message de François pour vous, Yves. Bah oui, François, c'était l'ancien skipper du bateau. Et alors, déjà, en premier, belle course à toi aussi, François, parce que tu es là, et puis tu es là avec un nouveau bateau. Et si François a fait un nouveau bateau, c'est que potentiellement, il va aller plus vite. Donc, je te souhaite une belle course aussi. Et puis voilà, acheter un bateau à François Gabard et toute son équipe, c'est un régal, hein, parce que il y a vraiment... beaucoup de compétences, beaucoup de transmission, beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir simple de partager le plaisir de naviguer sur ces machines extraordinaires. Et puis voilà, j'ai vraiment appris beaucoup de choses à ses côtés et aux côtés de l'équipe. Et aujourd'hui, je pense avoir globalement le mode d'emploi du bateau. Et puis on va faire au mieux. Pour terminer, Francis, on le fait à chaque fois dans cette émission. On jette un œil sur la météo de dimanche qui évolue un petit peu. Ça reste encore bien rouge et bien compliqué sur les horaires de départ de dimanche. Ouais, tout est dit. Les horaires de dimanche, c'est pas, et la météo pour dimanche, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué au final, même si c'est pas simple de tirer des bords sur les 19 000 pour rejoindre la porte de Fresnes, parce que comme le vent a décidé d'être pile dans l'axe quasiment, ou presque, forcément c'est pas simple. Non, ce qui se complique, c'est, et on l'a senti dans les discussions, là forcément, c'est après, donc c'est âpre, dès Ouessant, même peut-être un petit peu avant, il y a de la mer. Et des conditions de vent qui sont celles d'un mois de novembre à Saint-Malo. De ce côté-là, il n'y a pas de surprise, et il n'y a pas de surprise non plus. Le Rhum, ça a écrit son histoire avec ces conditions de vent-là. Et voilà, même si je leur souhaite à tous le meilleur et j'aurais aimé une meilleure météo, il n'empêche que je ne suis pas inquiet de leur savoir-faire, de leur qualité marine. Et Yves l'a très très bien résumé, le curseur, c'est eux qui l'ont. Merci beaucoup Francis, merci à tous les trois. Rendez-vous est bien sur la ligne à 13h02 ce dimanche. D'ici là, vous nous suivez bien évidemment sur les réseaux sociaux, l'ensemble des plateformes. Vous téléchargez l'appli Route du Rhum pour connaître l'emplacement des bateaux ici à Saint-Malo et puis pour les suivre évidemment après. Et nous, on se retrouvera demain à 13h entre Saint-Malo et la Guadeloupe avec les frères Escoffier et Kenny Piprol. À demain.